Je suis conseiller en gestion de patrimoine, ça fait maintenant plus de 10 ans. Et je suis aussi cofondeur de Ivy Patrimoine, qui est un cabinet de gestion privé, qui fait notamment la gestion privée pour des artistes et des sportifs de haut niveau. 50% des footballeurs européens professionnels se retrouvaient ruinés 5 ans après la fin de leur carrière. On en vient au premier problème qu'on peut avoir avec cette clientèle-là. C'est comment les aider dans leur vie à mettre de l'argent de côté, alors qu'en fait au final ils sont capables de recevoir 300 000 euros premier jour du mois et en fait le 15 il n'y a plus rien. C'est pas parce que tu reçois 10 000 euros en début de mois que ces 10 000 euros t'appartiennent. Je l'ai découvert petit à petit. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à parler à plus à la maman qu'aux joueurs, j'ai compris ce qui se passait. Considère que si 50% des joueurs à l'époque étaient ruinés, si 90% des joueurs avaient fait ce que Bruno Coad avait fait, pour le reprendre, il n'y aurait pas ces chiffres-là. Et les mecs, ils auraient même pas besoin de bosser après. Salut Johan. Salut Antoine. Écoute, ça fait plaisir que tu sois là aujourd'hui, je te laisse te présenter. Écoute, merci de m'avoir invité. Donc moi c'est Johan, je suis conseiller en gestion de patrimoine, ça fait maintenant plus de 10 ans. Et je suis aussi cofondeur de Ivy Patrimoine, qui est un cabinet de gestion privé, qui fait notamment la gestion privée pour des artistes et des sportifs de haut niveau. Très bien, donc aujourd'hui on l'a compris, on va parler de finances et comment gérer au mieux ses finances pour préparer sa carrière, son après-carrière. Bâtir son futur et pouvoir préparer au mieux l'avenir. C'est un sacré programme. Ouais. On se connaît en dehors, mais tu as aussi un rapport avec le sport, avec le foot. Tu peux nous en dire plus ? Oui, écoute, passionné de sport depuis tout petit. Et j'ai toujours voulu faire du business sport. Une sorte de sport passion. Après la fin de mes études, j'ai rencontré un agent de joueur. D'ailleurs très marrant parce que c'est devenu un peu mon mentor et tu le connais vu que ton dernier invité a été client de cet agent qui est Laurent Jaffo que j'embrasse. Un super gars, très professionnel qui m'a donné en fait envie de faire ce métier. Voilà. Et puis donc j'ai commencé par travailler la licence d'agent football Fédération française, qui est la licence la plus compliquée à obtenir. Et en commençant à travailler sur le dossier, je me suis rendu compte très rapidement qu'il y avait un énorme trou dans la raquette, qui était celui de la gestion de patrimoine pendant la carrière et la transition vers une autre carrière que footballeur professionnel par exemple. Ça c'était en 2012-2013. Je pense que tu as entendu parler de cette étude qui est arrivée à peu près à ce moment-là, qui parlait en gros de globalement 50% des footballeurs européens professionnels se retrouvaient ruinés 5 ans après la fin de leur carrière. Clairement. C'était choquant. À l'époque, c'était la première fois qu'on avait ce genre d'études-là. Il y avait des cas précis, des gardiens, Brad Friedel, etc., des mecs qui ont fait de la première ligue pendant 10-15 ans et qui se retrouvaient ruinés parce que mauvais divorce, etc. Donc je me suis dit qu'il y avait vraiment plus de valeur ajoutée en réalité sur la gestion de patrimoine et accompagner ces sportifs plutôt même que dans le métier d'agent. Voilà. Et donc j'ai mené de front les deux activités et à un moment donné j'ai switché directement sur la gestion de patrimoine. La gestion de patrimoine a pris le pas. Exactement. Pour toi c'était un moyen de garder un contact avec les sportifs, avec les footballeurs et en même temps les accompagner et faire ce que tu aimais aussi. Exactement. Okay. Et du coup maintenant la gestion de patrimoine est devenue une passion également ? Je pense que c'est le genre de métier où en fait si t'aimes l'investissement il faut que tu sois un petit peu passionné. Si tu veux pouvoir le conseiller à des clients et pouvoir durer dans le métier, il faut que ce soit quelque chose qui te plaise. Voilà. Donc effectivement c'est exactement ce que je fais moi, je le fais pour mes clients. Ouais. Et si on revient sur ton expérience d'agent, tu as eu des expériences, des clients notables, des clients reconnus ? Ouais, on a quelques petits faits d'armes, on va dire, avec mon associé. On a été champion d'Afrique en 2021 avec le Sénégal, avec un client qui s'appelle Saliou, ce que j'embrasse d'ailleurs. On a eu pas mal de joueurs en Ligue 1, en Ligue 2, en Arabie Saoudite avant que le marché explose complètement. Il y a quelques années, on a fait le Qatar. Bref, on a un petit peu baroudé, on a eu une quinzaine de joueurs en gestion à un moment donné. Et on a rencontré aussi des personnalités, des dirigeants sportifs, etc. Des joueurs qu'on n'a pas eu forcément en tant que clients, mais on a des histoires incroyables à raconter. Et ça crée une expérience. Voilà. Tu as fait ça pendant combien de temps ? J'ai fait ça pendant 7 ans. Donc de 2015 à 2022. Quand même, ok. Voilà. Et on va dire que pendant 5 ans, ça a été compliqué. Les dernières années ont été un peu plus intéressantes. Mais par contre, à ce moment-là, j'étais déjà en train de switcher sur la gestion de patrimoine. Ouais, bien sûr, ça prenait le dessus. Carrément. Et tu as des expériences un peu marrantes ou des anecdotes à nous raconter sur ta partie d'agent ? Écoute, ce qu'on peut faire, c'est qu'à la limite, de toute façon, on va avoir certainement plein de questions sur le sujet. Et à chaque fois, j'essaierai de te donner les anecdotes qui vont bien avec. Mais ouais, j'en ai plein. Ce qui peut être cool, c'est d'essayer de te donner les anecdotes gestion de patrimoine et agent. Et Dieu sait s'il y en a.
Ouais, bien sûr. Et du coup, même quand tu étais agent, tu avais cette partie gestion 360 où tu conseillais déjà les joueurs sur les investissements, sur la partie gestion de patrimoine. On essaye d'être 360, Ok. mais on en vient au premier problème qu'on peut avoir avec cette clientèle-là. C'est comment les aider dans leur vie à mettre de l'argent de côté, alors qu'en fait, au final, ils sont capables de recevoir 300 000 euros premier jour du mois, et en fait, le 15, il n'y a plus rien. T'as connu ça ? J'ai connu ça. J'ai trop connu ça d'ailleurs. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, je me suis dit, on va déconnecter la partie agent de la partie gestion de patrimoine, parce qu'en fait, on pouvait pas être 360. Il fallait représenter le gestionnaire de patrimoine qui tape un petit peu sur les doigts, et il fallait qu'il y ait un agent à côté. Ouais, tu peux pas être trop proche. Exactement. On pouvait pas avoir les deux casquettes. Ah, parce que si tu vois que le mec il dépense 300 000 balles dans le mois, t'es pas crédible après pour le conseiller sur sa vie ou des Quel clubs. conseiller je suis, même en tant qu'agent, si je le laisse faire tous les mois, voilà. Compliqué. Ouais. Compliqué. Mais pour moi, si tu veux, la plus grosse difficulté, mais déjà la plus grosse erreur qu'on rencontre dans ce milieu-là, avec cette niche de clients-là, pour moi en tout cas, dans les sports collectifs, donc ça peut être du foot, basket, hand, c'est un peu le mimétisme de vestiaire. Ouais. Je pense que ça, tu le connais. Il y a l'effet de groupe, communauté, tout le monde fait la même chose. On veut tous faire pareil. Ouais. Et quand tu arrives dans un vestiaire, que tu as 20 ans, tu as signé ton premier contrat, et tu vois le capitaine de l'équipe, le numéro 9, qui est l'attaquant, le joueur star, qui est payé 15 fois plus que toi, tu as envie d'en être. Tu veux le même lifestyle, la même voiture. C'est exactement ça. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire les premières fois, même si tu es à 5 000 euros ou que tu es en contrat aspirant et que tu viens de rentrer dans le vestiaire? Tu vas vouloir la dernière Audi pour pouvoir rentrer dans le parking et que ça se passe bien. Tu vas vouloir la dernière montre. Tu vas écouter le copain du vestiaire qui va dire j'ai un super coup avec une montre Rolex, tu vas voir, tu devrais l'acheter, etc. Sauf que c'est pas pour toi, pas encore pour toi. Okay. Et ça, c'est le gros risque. C'est que tu vas vivre au-dessus de tes moyens sur les premières années. Et tu vas finalement courir derrière l'épargne que tu n'arrives pas à mettre de côté année après année. Parce qu'il va y avoir les impôts, etc. qui vont passer par là. Donc avec l'expérience, ça c'est un fait que tu as vu et qui s'est répété. Trop répété. Tu as dû avoir affaire à cette problématique. Ouais. Okay. Bien sûr. Surtout avec des garçons qui vont passer par exemple par un centre de formation, donc qui vont toucher de très près au haut niveau, qui vont peut-être pas forcément signer le contrat pro dans le centre, qui vont repartir, comme beaucoup de joueurs, comme 90% des joueurs en réalité, qui vont repasser par un circuit un petit peu plus semi-amateur, fédéral, professionnel, mais qui ont connu ça. C'est dur de redescendre et de remonter, c'est dur de changer son niveau de vie et surtout vers le bas. Vers le haut, ça va. Mais vers le bas, c'est dur. Et puis du coup, tu as un gap à combler. C'est-à-dire que quand tu vas revenir à un certain niveau... Moi, j'ai le cas d'un joueur, Robin, je ne vais pas citer son prénom, mais qui était un centre de formation à l'OM à l'époque où tu avais les Romain Alessandrini, etc. Donc, c'était une belle équipe. Lui était proche d'eux. Il était proche. Il était proche. Et puis, il a dû quitter l'OM, et puis il a refait son chemin, puis il est redevenu professionnel quelques années après, mais il avait toujours les mêmes collègues. Et en fait, on avait toujours ces questions de se dire, OK, ça y est, je m'en rapproche, je viens de signer pro, ça y est, je veux ma montre, je veux ma belle voiture, etc. Tu vois, le mimétisme. Ouais, bien sûr. Qui est le vrai sujet, je pense, dans les sports co. Ok. Très difficile à gérer. Ok. Et du coup, quand tu as un cas comme ça, c'est quoi les priorités pour toi, pour accompagner le jeune joueur, au moins à sécuriser un peu son salaire et au moins commencer à créer quelque chose? Bon, déjà, il faut savoir que avec mon expérience, malheureusement, tu ne pourras pas sauver tout le monde. Il faut que le joueur aussi comprenne. Comprenne que ça se passe pas comme ça. Qu'ils comprennent aussi la règle du jeu. La règle du jeu, elle est simple. C'est pas parce que tu reçois 10 000 euros en début de mois que ces 10 000 euros t'appartiennent. Voilà. On a une règle en France qui est malheureusement que tu vas payer de l'impôt souvent avec un décalage d'1 an. Si t'es pas au courant de ça clairement. Et que t'évolues, il se trouve qu'à un moment donné, tu vas devoir payer 70, 80, 90 000 euros de rattrapage que tu n'avais pas vu venir. Donc tout ce que tu avais mis de côté pendant 1 an, tu vas devoir le ressortir. Et tu vas courir après ça année après année. Pourquoi ? Parce qu'au départ, tu t'es pas fait conseiller dès le départ sur « Ok, j'ai signé un contrat à durée déterminée pendant 3 ans, je sais à peu près ce que je vais toucher. Faisons une simulation de mon impôt. Et cette simulation-là, l'impôt, il n'existe pas pour moi. Voilà, je ne vis pas avec, parce que je vais devoir le rendre. Tu gardes un bag, une sorte de grosse poche où tu te dis ceux-là, je les laisse là. Donc ça part de là pour toi, la fiscalité. Ça part de là. Mettre en place la fiscalité, savoir, préparer. Et ensuite, par rapport à ça, tu mets en place différentes choses. Mais il y a une première étape qui est les impôts, la fiscalité. Alors moi, j'appelle ça le train de vie.
Le reste à vivre, même, on va dire. C'est-à-dire, le reste à vivre, qu'est-ce que c'est revenu, moins impôts, moins les différentes charges que tu peux avoir. Tu peux avoir aujourd'hui un préparateur mental, un préparateur physique, tu peux avoir plein de charges. Ouais, bien sûr. Tu vas enlever tout ça. Et tu vas obtenir, en fait, en gros, ce qui te reste dans la poche une fois que tous les frais obligatoires sont payés. Et c'est grâce à cette poche-là, d'accord, que tu vas diviser par 12 au mois, si tu veux, que tu vas dire, OK, je peux vivre là-dessus. Je peux pas excéder ce truc-là. Et c'est sur ce montant que je vais faire de l'épargne. Tous les mois, par exemple. Ouais, bien sûr. Le reste ne m'appartient pas. Et tu fais du cas par cas en fonction des joueurs et tu lui dis, OK, là, pendant cette année, avec ce contrat-là, tu peux te permettre un niveau de vie à tant par mois. Voilà, ça c'est le papier. OK. Voilà. La réalité, c'est que... il a la carte, le mec, il a la carte, il fait ce qu'il veut. S'il veut péter un plomb, il pète un plomb. Oui, et puis il y a aussi des habitudes pour certains types de joueurs. Les joueurs africains, par exemple, tu pourras faire la meilleure recommandation du monde. Le but du joueur qui est venu, par exemple, du continent et qui est là pour 7 ou 8 ans, c'est de prendre le maximum d'argent et de le ramener dans sa famille. Sur le continent. Voilà. Ça, tu peux pas le rentrer dans une recommandation d'investissement. Voilà. Donc, il faut adapter les budgets. OK. Voilà. Ouais, là, tu t'adaptes vraiment. Exactement. OK. Voilà. Moi, j'ai eu le cas d'un joueur et effectivement, tu avais 75% des revenus qui repartaient directement à Côte d'Ivoire. Il t'avait prévenu direct ou tu l'as découvert après ? Je l'ai découvert petit à petit. Okay. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à parier à plus à la maman qu'au joueur, j'ai compris ce qui se passait. Mais à la limite, c'était validé, c'était transparent, le joueur était d'accord avec ça. Mais du coup, toi, tu dois t'adapter. Bien sûr. Et en tant que gestionnaire de patrimoine, une fois que tu as enlevé 75% et que le reste, c'est pour payer les impôts, il reste très peu pour travailler, quoi. Ouais, et pour créer des choses ou investir. OK. Donc, il y a une première partie de mettre en place... par rapport au salaire, les impôts, la fiscalité, le niveau de vie, le train de vie qui est calculé au départ, et ensuite comment tu fonctionnes, comment tu procèdes ? Alors, une fois qu'on a validé cette première étape, la deuxième étape, ça va être de se dire, OK, si tu viens me voir, c'est que soit tu anticipes, soit tu as déjà des bons revenus. Qui dit bons revenus dit imposition. Le but du jeu, donc, c'est que tous les placements que je vais venir te proposer, une fois que j'ai étudié ton profil et tes objectifs, ça va être que si tu génères des plus-values, en gros, tu gagnes de l'argent sur ce que tu places, que tu ne paies pas d'impôt dessus. Donc, la deuxième étape, ça va être de te trouver les bons placements. Typiquement, tu veux acheter des actions, il vaut mieux le faire dans ce qu'on appelle des enveloppes fiscales, c'est-à-dire que tu peux générer des plus-values, tu ne paies pas d'impôt dessus tant que tu ne sors pas l'argent. Cet argent, il est pour l'après-carrière, par exemple. Et là, c'est de l'assurance vie, du PEA, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on va vraiment choisir des supports avec le moins de fiscalité possible pour des clients qui ont déjà beaucoup d'impôts et de revenus à payer et qui, en réalité, n'en ont pas besoin de revenus supplémentaires au moment où on parle. Clairement, ça alourdit Ça alourdit complètement le truc. Et puis, tu perds en efficacité en tant que gestionnaire de patrimoine. Donc ça, c'est de la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est celle qui est quand même la plus intéressante. Tu mets ta petite casquette conseiller financier. Et là, selon le client que j'ai en face de moi, tu dispatches. On va faire de l'allocation. Voilà. Antoine, par exemple, peut-être qu'il va vouloir faire un petit peu d'immobilier parce qu'il aime bien l'invest, il va faire de la crypto-monnaie. Voilà. Ça sera à nous de lui dire, écoute, par rapport à ta situation, ce que je peux te proposer, moi, c'est de sécuriser une partie parce qu'en 8 ans, on est censé capitaliser une retraite pour le commun des mortels qui est de 40 ans. Donc, je ne vais pas faire all-in non plus. Mais si tu as envie d'en faire, on va faire 10% là-dessus et je vais aller te choisir ton allocation. D'accord. D'ailleurs, on fait une petite parenthèse, mais ce serait peut-être intéressant qu'on fasse aussi un épisode seulement sur l'investissement à proprement dit. Faire des stratégies, avec plaisir. Comment investir et comment préparer au mieux. Ça peut être un épisode qui est seulement dédié. Je pense qu'il y a du temps à consacrer sur ce sujet. Il y a du grain à moudre. Non, quelque chose sur lequel je voulais revenir. Par rapport au joueur qui a fait toutes les étapes avant, que tu prends en charge en gestion de patrimoine, c'est quoi l'objectif ? C'est de préparer son après-carrière ou des investissements qu'il va garder à vie ? Ça va être assez différent. Ça dépendra vraiment du joueur. Malheureusement, la plupart du temps, quand je vais récupérer un client, que ce soit un artiste ou un sportif, le trigger, le moment de déclic où il se dit « Ok, j'ai peut-être besoin d'un conseiller c'est trop tard. En fait, c'est septembre. Je viens de recevoir mon avis d'imposition et je dois payer 60 000 €. Je comprends pas, je ne devais pas les payer. Là, ça sonne rouge chez lui. Là, ça sonne rouge. L'entourage sonne rouge aussi. Aide-moi. Et là, ça part dans tous les sens. Et tu te retrouves avec un mec qui est complètement flippé, qui comprend pas. Et donc là, on doit traiter déjà. Le premier objectif, c'est comment on se sort de la situation. Et en fait, suivant le traumatisme que tu as par rapport à cette première situation, on va pouvoir dire ok, on va clarifier tout ça. À partir de maintenant, qu'est-ce que tu veux faire ? T'as pas d'idée ? Ok, on va épargner.
T'as des idées pour l'après-carrière, tu veux investir dans des startups, etc. T'aimerais être un Blaise Matuidi 2.0 ? Ok, fine, pas de problème. On va t'orienter, on va t'éduquer aussi. Il y a un gros travail de pédagogie à faire sur l'invest. Mais ça dépend vraiment de qui tu es. Toi, Antoine, par exemple, t'es un entrepreneur dans l'âme. Effectivement, je vais peut-être pas te proposer la même chose qu'un garçon qui veut juste mettre de l'argent de côté parce qu'il a aucune idée de ce qu'il va faire à 38 ans. Ouais, bien sûr. Après, ça dépend aussi du salaire, du revenu du mec. Plein de choses. Ouais. Tu vois, typiquement, moi, j'ai eu un client qui avait signé à Mönchengladbach. C'était il y a quelques années de ça. Il venait de Toulouse. On va pas donner les noms, mais si tu as le parcours, normalement, tu devrais trouver. Il est international en équipe de France, milieu de terrain. On va pas aller plus loin. Son entourage vient me voir, un peu en panique, en me disant « Ok, on vient de signer. On est en décembre. On a un problème. Le gars part. On ne sait pas si on a déclaré nos impôts correctement en France. On n'a pas ouvert les comptes qu'il faut. En fait, on n'a rien fait pendant un an et demi. » Ok. Tu vois, typiquement, ce genre de déclic-là, tu dois l'avoir dès le départ. C'est-à-dire que moi, ce que je voudrais, c'est que ce même client vienne me voir à la première signature du contrat pro. Anticiper. Exactement. Parce que ça devrait être fait en amont déjà, ça devrait être fait en école, dans centre de formation, où déjà, les mecs, dès le plus jeune âge, ils sont préparés et ils doivent savoir qu'ils vont gagner des salaires qui est pas commun. Un salaire qui est pas commun, et ils doivent savoir anticiper cette chose-là. Ouais. Et dès le départ, ils devraient pouvoir être capables de se dire j'ai besoin d'aide, comment faire et comment faire au mieux. Sensibiliser aussi le joueur au fait que, alors pour le commun des mortels, ça fait un peu bizarre, ça fait un peu on veut créer le buzz, mais c'est une réalité. Le joueur de foot, le sportif de manière générale, est en situation de précarité. Okay. Déjà, il a un contrat à durée déterminée. Et il a des contrats qui sont limités dans le temps. Le maximum, normalement, c'est 5 ans. Ouais. Donc ça veut dire que si tu as une belle carrière, normalement c'est 8-10 ans la moyenne. Bon, Antoine, c'est certainement un petit peu plus, bravo. Mais c'est pas pour tout le monde ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une mauvaise blessure, quelques petites performances qui sont un petit peu en dessous, au moment où tu dois re-signer un contrat, ta carrière s'arrête. Ça va super vite. Ça va super vite. Et donc, du coup, tu devrais avoir ça en tête. C'est-à-dire que moi, les meilleurs clients que j'ai eus sportifs de haut niveau, c'était pas forcément des footballeurs d'ailleurs, c'est des garçons qui se disaient demain tout peut s'arrêter. Ils avaient conscience de ça. Alors j'en ai un qui était biberonné à l'école un peu, Tony Parker, qui très tôt voulait rencontrer des entrepreneurs, aller rencontrer des conseillers, etc. Okay. C'est qui ? C'est Geoffrey, on va l'appeler comme ça, international français, un super mec. Mais qui lui très très tôt a eu le réflexe avait le déclic. Ouais. Tony Parker a fait du bien aussi, je pense, à pas mal de monde. Beaucoup de bien. Dans le basket, je pense qu'il y a un avant et un après en termes de mentalité. Et clairement, Tony Parker, Blaise Matuidi, il y a Teddy Riner aussi maintenant. Il y a un gros wagon de sportifs qui là arrêtent et c'est un wagon, c'est même des locomotives pour tous ces jeunes sportifs qui font des choses après et qui montrent que tout est possible. Et je pense que les sportifs ont une vraie valeur ajoutée à faire du business, entreprendre, investir. Bien sûr. Il y a cette discipline, ce mindset qui correspond totalement aux entrepreneurs et qui va très bien avec la mentalité aussi des jeunes d'aujourd'hui. Mais de manière générale, en plus, je crois que tu en parlais dans un des podcasts, c'est à juste titre, je crois que c'est Loïc Damour qui en parlait, c'est le côté un peu aura que tu as quand tu es sportif de haut niveau. Le capital sympathie que tu dégages quand tu es en activité. Les gens veulent en être. On va t'ouvrir certaines portes. Ah, bien sûr. Tu vas être invité de temps en temps au restaurant ou même à chacun à une petite échelle, tu peux avoir les politiques de la ville, etc., qui vont venir s'intéresser à toi. Tu dois aussi, à un moment donné, sortir de ta bulle. C'est pas facile à 21-22 ans. Je l'entends. Tu penses pas, t'as pas envie de ça. Je l'entends. T'as pas envie de ça. Mais il faut que ton entourage soit poussé à ça. Tony Parker le disait, et pour le coup, il a souvent raison. Mais là, il disait, mon statut de basketteur aux États-Unis m'a permis de rentrer en contact avec des investisseurs, avec des business angels, avec des futurs associés que je n'aurais jamais pu toucher si je n'avais pas été basketteur. Et la fenêtre se referme au moment où j'arrête ma carrière. C'est-à-dire qu'on parle d'après-carrière. Ah, bien sûr. C'est le réseau. Il y avait Loïc, l'épisode qui est sorti il n'y a pas longtemps, et il nous a dit qu'à partir du moment où il a arrêté sa carrière, son téléphone il sonnait 3 fois moins qu'avant. C'est sûr. Et quand il appelait, ça sonnait pendant 3 fois, personne ne répondait. Enfin, alors qu'à l'époque, beaucoup moins de monde ne répondait, alors qu'à l'époque, ça répondait direct, quoi. Ouais. Il était bankable. Exactement. Mais il y a ce retour à la réalité après, quand tu dois te réinventer après ta carrière, qui doit être très difficile. Ouais. D'où l'intérêt d'investir et de se faire accompagner aussi pour investir, pour préparer cette après-carrière. 100%. Donc si on en vient aux investissements, on va en parler un peu comme aujourd'hui. Qu'est-ce que tu conseillerais aux joueurs qui veulent préparer son après-carrière avec un
disons horizon 7-8 ans d'investissement, il finit sa carrière à 35, 36, 37 ans, il a de l'argent qui est disponible, comment tu ferais ça? Alors, on va prendre le cas du profil un petit peu random, même si le footballeur n'est jamais vraiment random dans son profil, etc. Mais on va... Qu'est-ce que tu appelles random? Peux-tu donner une tranche de salaire pour que les gens s'identifient? Alors on va donner une moyenne une moyenne championnat français. Hein? Bien. Oui, alors on va dire la moyenne est compliquée avec certains clubs, elle est un peu distordue, mais on va dire 30 à 40 000 brut. Donc déjà tu sais que tu en enlèves au minimum la moitié, voire un peu plus. Ouais. Donc ce garçon-là, on lui a parlé de reconversion dans le football, de coaching, de recruteur, etc. Ça le botte moyen. Lui, il se voit bien sur l'équipe TV, mais on verra. Bref, il n'a pas forcément d'idée. Ouais, il sait pas. Voilà. C'est le cas de beaucoup de mes coéquipiers. J'ai beaucoup de mecs autour de moi, ils savent absolument pas ce qu'ils veulent faire après. Ce qui se dit en général quand c'est comme ça, c'est il faut que je me sécurise un petit peu et j'aurai le temps d'y revenir. Donc, ce client-là, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on a fait les premières étapes, le fameux reste à vivre, etc., on a un budget, on sait combien on peut mettre tous les mois de côté, 4 5 000 euros. Bon, la première chose qu'on va utiliser, c'est son aura, sa capacité de revenu. On va peut-être acheter un petit peu d'immobilier. Si on fait de l'immobilier... C'est souvent une des premières étapes, l'immobilier. C'est le grand classique, et c'est ce que je vois autour de moi. L'immobilier, c'est la première étape, quoi. Et c'est le truc facile et très concret. Et ça rassure aussi. C'est sécurisant. T'as un truc tangible à côté, Exactement. j'ai fait ça. Et souvent, les mecs, ils prennent le truc, quoi. Donc, ils commencent avec 1, puis 2, puis 3, puis c'est comme ça que c'est leur première base. Ouais. Et c'est là qu'ils rentrent un peu dans l'investissement. Alors, sur cette partie-là, moi, j'aurais tendance à commencer petit. Ouais. Tu l'auras compris, parce qu'on ne sait pas si il y aura d'autres contrats derrière. Donc, l'idée, c'est pas d'aller au maximum d'endettement d'un client dès la première année. Et encore une fois, on est limité par le CDD. Et en plus de ça, on est limité. Donc, il faut trouver un banquier qui comprenne ce qu'on lui dit. En général, tu as quand même ce capital sympathie. Donc, le banquier va vouloir te prêter si le projet paraît cohérent. Bien sûr. Voilà. Donc, on va commencer petit, voir comment ça se passe et est-ce que le client en face réagit bien, comprend l'investissement, le maîtrise bien, peut-être en faire 1 ou 2. Et derrière, toujours pareil, la première base, c'est la poche de liquidité. On va ouvrir une assurance vie classique et on va placer ça à 4-5% par exemple. Ouais, ça, c'est le truc qui tourne, virement régulier. Fondation de la maison. Et après, donc, on va dire que les murs du rez-de-chaussée, ça va être l'immobilier. Et petit à petit, quand la surface financière grossit, que tout l'environnement est maîtrisé, qu'on sait à peu près où on va, qu'on a de la visibilité, on va monter en compétence sur des choses un petit peu plus risquées, toujours à 10-15%, pour essayer de doper la performance globale sur 4 ou 5 ans. Sûr. Là, on peut parler d'investissement type action, private equity, donc investissement dans des sociétés. On t'a déjà demandé ça ? Ça m'est arrivé, ouais. Ça t'est arrivé des jeunes ou plutôt en fin de carrière? Un peu plus confirmé. Ouais. Mais c'est des garçons qui sont intéressés par l'investissement. Tu vois, donc c'est un profil particulier. T'as différents profils aussi. T'as différentes. Les mecs ne veulent pas tous la même chose. Non. Et le mec qui est un peu averti, qui lit des choses, qui regarde des revues un peu plus business, etc. Il va vouloir creuser un peu différemment, je pense. Je pense que t'as donné le mot, c'est averti. C'est un garçon qui est intéressé par les investissements et qui a déjà fait le tour de la partie un petit peu sécurisée et qui voudrait aller chercher, il veut savoir comment on investit dans une startup, il a entendu parler de crypto, il a envie de comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Moi, le but du jeu, quand je fais de la pédagogie sur ce niveau-là, qui est le niveau le plus risqué, il faut que mon client comprenne les tenants et les aboutissants. Ouais, il y a des risques aussi. La durée de blocage, sur combien de temps on regarde, la volatilité, bref, toutes ces choses-là, faut que mon client le comprenne. Et ça, c'est le profil investisseur. Je pense que je pourrais te le proposer. Je pourrais peut-être pas le proposer à tous les footballeurs. Non, bien sûr. Après, ce qui est bien, c'est que maintenant, à notre époque, avec tous les réseaux sociaux, etc., et les cryptos, Twitter, il y a beaucoup plus d'informations aussi qui circulent et l'accès à l'information est plus facile. Ils arrivent plus à avoir envie de ces choses-là. Ils voient que dans le monde extra-sportif, il y a plein de choses qui se passent et il y a une plus petite différence. Il y a moins de limites. La limite est plus fine entre le monde du sport et le monde des investissements un peu plus, on va dire, risqués, un peu plus sur les startups, sur les cryptos, etc. Donc, beaucoup de sportifs viennent à ça et de plus en plus de jeunes. On va dire que la frontière de la connaissance est plus fine qu'avant. Ouais. Par contre, tu as un risque avec justement sur la partie invest. On le voit beaucoup sur les réseaux Instagram, etc. Il y a beaucoup de bruit. C'est-à-dire que tout le monde veut vendre une sauce différente. Ouais, bien sûr. Et quand tu veux t'y intéresser au départ, si tu veux pas keep it simple, tu peux vite te perdre dans des choses, acheter du vin, des montres, machin. Non, mais on m'a dit que c'était mieux d'acheter des terrains viticoles, etc. Bon, bref.
il faut quand même arriver à garder une mine. Tu dois cadrer. Directrice, ouais. Tu dois cadrer. Et les joueurs t'appellent, j'ai vu ça, je veux acheter une montre, je peux, ça va monter, Rolex, ça va prendre 20%. Et c'est compliqué parce que souvent, en fait, c'est même pas les réseaux sociaux. Moi, j'ai eu plein de joueurs qui venaient me voir en me disant j'ai un pote qui me propose un coup. Ouais. Tu l'as déjà eu cette phrase. Bien sûr. Le copain qui t'appelle. Dans le vestiaire, ça parle. Il y a toujours des choses qui se passent. Mon pote, il a du vin, t'en veux? Ça marche, il a doublé, triplé. Et tu vois, t'as ce côté mimétisme, tu veux en être. Ouais, clairement. C'est ça le vrai problème. Ok, et du coup, crypto? Ouais. Tu proposes quoi en crypto Le regard s'illumine quand on parle de crypto-monnaie. Moi, j'y suis depuis un petit moment. De mon point de vue, encore une fois, c'est le point de vue d'un conseiller en investissement financier. C'est que si on parle de risque, de rendement risque, c'est-à-dire combien je peux perdre versus combien je peux gagner, aujourd'hui, ce sous-jacent-là, la crypto, est plus intéressante que les autres. Si je dois acheter Bitcoin ou Nvidia, si je dois te faire une comparaison, aujourd'hui, je considère que Bitcoin a beaucoup plus de sens sur un horizon 5-6 ans qu'une action en bourse. Clairement. Voilà, qui peut monter, baisser. On sait que le Bitcoin aujourd'hui, ça a été validé par les institutions financières, par des gouvernements, pas des moindres. Encore plus aujourd'hui. Exactement. Donc là, aujourd'hui, le risque que tu avais, moi, quand j'ai connu Bitcoin en 2016-2017, à savoir, ça peut aller à zéro. Ce risque-là, aujourd'hui, tu l'as quasiment éliminé. Donc, tu as ce qu'on dit en anglais de l'upside. À la hausse, tu peux vraiment prendre beaucoup. Tu sais que tu peux plus trop aller à zéro, au final. Donc, moi, de mon point de vue, si tu veux t'amuser un petit peu et aller chercher du rendement, c'est là-dessus qu'il faut se positionner. C'est ton actif avec le plus de rendement aujourd'hui ? En tout cas, c'est celui que j'ai recommandé depuis 1 an et demi à mes clients. Ils sont plutôt contents pour le moment. Et même si le cycle avait débuté un peu plus tard et qu'on avait perdu, j'aurais la même conviction. Ok. Est-ce que tu conseillerais à un joueur d'investir dans les cryptos sans passer par un gestionnaire de patrimoine ? Je suis passé par là, en perso, toujours pareil. Et je vois les erreurs qu'on va faire. Je vois les erreurs que tu vas faire quand t'es pas un investisseur chevronné, que tu achètes du Bitcoin. Tu rigoles parce que je pense que tu y es passé aussi. Et puis à un moment donné, tu te dis, bon, Bitcoin, ça va pas monter assez haut. Et puis tu commences à digresser un peu. Bien sûr. Tu vas à droite et puis tu cherches le petit coin qui peut faire x1000. Et puis il fait moins 50 et t'as peur et tu sors. Ah, il remonte, mince, etc. Bon, c'est sérieux là. T'as 7 ou 8 ans pour mettre de l'argent de côté. D'accord ? Donc si tu veux t'amuser un petit peu, on le fait, mais à la marge. Ok. Voilà. Et pour le coup, si tu vas sur le reste des altcoins, comme on dit, pas de problème. Moi, je te conseillerais pas de faire all-in sur ce qu'on voit passer sur les grenouilles avec des chapeaux, etc. Voilà. Ce que je ferais peut-être moins en perso, mais ça, c'est différent. C'est une autre histoire. Tu ne conseillerais pas à un joueur qui se lance ? Non. Ça serait quoi les grosses étapes et tes conseils pour commencer à investir dans la crypto ? On va pas réinventer la roue là-dessus, mais les meilleurs résultats que je vois depuis maintenant 2017-2018, où je conseille des clients sur les crypto-actifs, c'est d'acheter. C'est d'acheter tous les mois. C'est de pas écouter le bruit, de pas savoir si ça monte ou si ça baisse. Les plus gros investisseurs du monde, ce qu'ils font, c'est qu'ils en achètent tous les mois. Ok, ce qu'on appelle le DCA, donc acheter régulièrement, peu importe le prix. Exactement. Tu fixes une date tous les mois et tu fais un virement automatique sur ton compte crypto. Et tu donnes rendez-vous au toit dans 8 ans. À la fin de ta carrière. Et c'est tout. Voilà. Bitcoin survivra certainement à tout. Le reste du marché, on ne sait pas. Ok. D'accord ? Donc, il faut le traiter différemment. Si tu le prends vraiment comme un investissement sérieux et tu veux mettre 3-4% par mois dessus, c'est Bitcoin. Si tu veux t'amuser à spéculer parce que ça monte en ce moment, et tu peux mettre un petit billet dessus, mais pas plus. Okay. Et c'est vraiment de la vision long terme. Acheter tous les mois. Voire toutes les semaines. Il y a des applications qui le permettent. Toutes les semaines aussi. Il y a aussi des applications qui font comment dire, Bitstack. Bitstack, c'est exceptionnel. Qui fait il arrondit à l'euro près. C'est génial. Et ça investit dans les cryptos en automatique. Moi, je l'ai installé pour la maman, pour la sœur, tous les copains. Et même les personnes qui voulaient en faire il y a quelques années, je leur disais, bon, Bitstack, ça fait 1 an et demi, je crois. Mais c'est super. Et en fait, c'est pédagogique sans l'être, c'est-à-dire qu'ils t'apprennent à acheter tous les mois sans ça te met un pied dedans. Exactement. Et une fois, j'imagine qu'au bout d'un an et demi, tu vois, tiens, j'ai tout ça. Bah là, tu commences à creuser un peu plus les sujets et tu commences à investir sur d'autres trucs. 100%. Ok. Et pour toi, les cryptos doivent venir après. Donc, tu parlais tout à l'heure du rez-de-chaussée, immobilier, assurance vie. Les cryptos doivent venir après. Dans un 3e, voire un 4e temps. Là, on parle d'allocation. Ouais, exactement. Ok. Et c'est hyper important de faire les choses dans l'ordre.
parce qu'on revient au sujet sensible de je me blesse, j'ai plus de contrat. C'est fini. C'est fini. Et pas de chance, j'avais mis beaucoup de choses en crypto, le cycle n'est pas forcément porteur et je me retrouve avec pas grand chose. Ouais. Et en septembre prochain, l'État n'est pas au courant que j'ai plus de contrat. Par contre, lui, ce qu'il sait, c'est que je lui dois de l'argent. Il sait. Voilà. Pour pas te retrouver dans cette situation-là, étape par étape, quoi. Ok. Voilà. Et si on revient sur les investissements du mec qui finit dans 7-8 ans, il veut construire son après-carrière, il sait pas encore exactement ce qu'il veut faire. Comment tu finirais de l'accompagner? Quel produit tu lui proposerais à la fin? Une fois qu'on a fait un peu d'immobilier, on a fait un peu de crypto, il commence à te parler des startups. Maintenant, votre relation, comment elle se passe? Alors sur la partie start-up, là on touche au niveau Super Saiyan, pour ceux qui ont la ref. Mais c'est quasi de l'entrepreneuriat là. Hein. Ouais. Parce il faut comprendre le business, il faut comprendre ce qui se passe. Ouais. Parce que j'imagine que tu vas pas faire investir un mec sur un sujet auquel il comprend rien du tout. En tout cas, ça sera sans moi. Ils vont le faire certainement. Mais même déologiquement, tu peux pas. C'est impossible. C'est impossible. Par contre, si je vois l'appétence, je parle de ce fameux joueur de basket qui, lui, à un moment donné, m'a dit « Ok, je peux passer le cap, ça m'intéresse, c'est des tickets à plus de 100 000 €, mais je suis prêt à ça, j'ai la surface pour. Et puis, en plus de ça, ça m'intéresse de manière à me créer du réseau. » Ouais. Bon, le gars a déjà un mindset très avancé. Il sait. Donc c'est un garçon à qui j'ai fait des présentations, j'ai présenté les gérants de certains fonds de private equity. Si tu veux venir à des tours de table, etc., c'est avec grand plaisir que tu viendras. Bon, peut-être pas à ce niveau-là, mais il m'a dit ok, pas de problème. Et il avait vraiment une vision. C'était le type de garçon qui venait une fois par an faire des points avec tout l'entourage professionnel qui s'était créé. Okay. Ça aussi, c'est un sujet qui est important. C'était créé un super gros réseau. Il t'a invité au restaurant. Et il te demandait de faire le point sur ses investissements. Ok. Une démarche que tu ne fais que en général quand tu es un gros chef d'entreprise ou que tu es un family office. T'as pas dû en avoir beaucoup des sportifs comme ça. Pas tant que ça. Ouais. Grand regret. Ouais, bien sûr. Mais c'est ça en fait. Parce il y en a. Tu as beaucoup d'histoires de sportifs, tu te rends compte après qu'au final, les mecs, en parallèle de leur carrière, ils ont développé plein de trucs. Ouais. Je sais qu'à Bordeaux, il y en a pas mal qui ont ouvert des vignes, qui ont racheté des parcelles de terrain et qui ont fait plein de choses. Il y a des trucs super intéressants. Mais souvent, on s'en rend compte après. Et ces mecs-là sont souvent en marge des autres. Ils aiment pas faire du bruit, ils sont dans leur coin, ils investissent tranquille et ils font leur petit bonhomme de chemin sans que personne le sache. Et c'est génial parce que eux, en fait, on parlait de mimétisme, eux sont pas dans ce truc-là. Non. Moi, j'ai un exemple très concret. Je peux le citer parce que ça n'a jamais été un client et c'est de la relation très proche, mais que je connais très bien. Pour le coup, Bruno Coad, qui est un garçon qui a fait une super carrière en Ligue 1, qui est un garçon qui vient de chez moi. Très discret. Dans le Gard, très discret. Très discret. Le train de vie d'un gars random. Ouais, bien sûr. Par contre, tous les mois, il cavait. L'argent a été mis de côté, investissement immobilier quand il fallait. Aujourd'hui, je sais qu'il a investi dans des terrains de paddle parce que c'est un petit peu la mode, etc. Il a une surface financière, la maison est payée, tout va bien pour ce mec-là. Bravo. Clairement. T'as pas joué la Ligue des Champions, ou peut-être, j'espère pas lui faire offense, mais en tout cas, t'as fait une carrière très honorable. Ah, bien sûr, c'est respectable. Exactement. Et t'as mis de côté tout le long, t'as pas vécu au-dessus de tes moyens. En fait, globalement, considère que si 50% des joueurs à l'époque étaient ruinés, si 90% des joueurs avaient fait ce que Bruno Coad avait fait, pour le reprendre, il n'y aurait pas ces chiffres-là. Et les mecs, ils n'auraient même pas besoin de bosser après. Il n'y aurait pas ces chiffres-là, bien sûr. Bien sûr. Parce qu'on parle de football, là. Mais quand on regarde la télé, on parle du top 1. Ah, bien sûr. Ligue des Champions, Barcelone, etc. Mais c'est pas ça la vraie vie. T'es le premier à savoir que tu peux être un garçon qui va gagner sa vie dans le football ou dans le sport de manière générale pendant 10 ou 15 ans. Mais que ça va être des hauts et des bas tout le long. Bien sûr. Et justement, par rapport à ça, est-ce que tu vois un minimum à investir ? Tes clients, par exemple, est-ce que tu leur dis écoute, je te prends, mais à partir d'un tel montant ? Alors, oui et non. Effectivement, le garçon qui me dit je suis en National 3, j'ai 30 ans, etc., je vais lui dire ok, moi je veux bien t'aider à ouvrir les contrats, mais en réalité, on n'arrivera pas à atteindre des objectifs d'indépendance financière d'ici 1 an ou 2. Donc, ça, on ne peut pas le mettre en place. Par contre, on revient sur le calcul de départ, le fameux reste à vivre, revenus, moins impôts, moins les charges. À partir du moment où il te reste 4-5 000 euros et que tu peux appliquer peut-être 30% d'épargne là-dessus, ça veut dire que tous les mois, tu peux mettre 1 500-2 000 euros. Si tu as 6 ou 7 ans devant toi, ça devient déjà intéressant. Donc pour toi, à partir de 1 500-2 000 euros, à investir tous les mois, ça devient intéressant. Bien sûr.
L'autre question, c'est de savoir, ok, le mec qui veut pas se faire accompagner, parce qu'il n'a pas forcément une surface financière qui le permet. À partir de combien tu l'encourages et combien tu l'encourages à mettre de côté tous les mois? Le mec qui gagne, parce qu'en National 2, tous ne gagnent pas super bien leur vie. Ouais. Ils en vivent quand même du foot, c'est un niveau un peu bâtard où oui, c'est un peu t'es bloqué entre le National et le National 3, tu gagnes 2-3 000 euros par mois. Combien tu lui conseillerais d'allouer à investir? Ça dépend beaucoup de chaque personne. Ça dépendra vraiment de chaque personne, mais un garçon qui va gagner déjà 3-4 000 euros par mois, donc déjà il est largement au-dessus du commun des mortels en France. Bon, par contre lui, ça va peut-être pas durer aussi longtemps que le cadre en entreprise. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir serrer la ceinture et augmenter ton taux d'épargne pour essayer de rattraper le cadre en entreprise qui lui va avoir 30 ou 40 ans devant lui. Je fais 3 000 euros par mois, pareil, je fais le calcul de l'impôt que je dois payer. Je diminue au maximum les charges, là, pour le coup. Et une fois que j'ai diminué ces charges-là, je vais appliquer 20 à 30%. Je vais vraiment taper fourchette haute en termes d'épargne. Bien sûr. Parce que de toute façon, on n'a rien sans rien. Et si tu fais pas ces efforts-là, à un moment donné, de toute façon, on peut pas inventer l'argent. J'ai pas de solution miracle pour te faire gagner 20% par mois. Tu peux pas. Voilà. Donc il faut être terre à terre. Mais moi, un garçon qui gagne déjà 3-4 000 euros par mois, il pourrait venir me voir, me demander juste une consultation et je lui donnerai les mêmes conseils. Ouais. Et après, il les met en place s'il veut les mettre. Et là, en tu place. fais une feuille de route, feuille d'investissement. Exactement. Et il avance comme ça. Tout à fait. Okay. Mais le sujet, c'est de dire qu'il n'y a pas de minimum à investir. Il suffit juste de voir sa situation perso. Et par rapport à ça, on met les choses en place et il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Un exemple, bateau. Sur la partie impôt. Le genre de conseil que je vais donner à la plupart de mes clients. On va faire un peu une petite simulation. On est en 2025. T'as un contrat aspirant. Ouais. Ok. Tu vas signer ton contrat pro, ton premier contrat pro. On est en janvier, tu le signes en mai. Ça se passe plutôt bien, t'es content. Tu rentres dans le vestiaire pour la première fois. Première erreur, attention mon copain, on va pas regarder les voitures du parking. Première erreur. Tu vas commencer à 4-5 000 euros parce que c'est un premier contrat pro, t'es à Sochaux, etc. Bon. Tu fais ton contrat. L'an prochain, tu vas commencer à déclarer des revenus pour la première fois. Tu déclares 5 000 euros par mois à partir de mars-avril, ça va pas te faire bien mal. Mais par contre, tu vas avoir un premier taux de prélèvement tous les mois à partir de septembre 2026. Sauf que sur l'année 2026, t'es attaquant, t'as cartonné, t'as mis 10 buts. 20 ans, prospect. On te remet 3 années de contrat pour te bloquer parce que sinon ça va être compliqué de te garder. Tu connais ce schéma-là. Clairement. Et t'es passé de 5 à 15. Sauf que t'es toujours prélevé sur les revenus où t'étais à 3,5, 5. Ouais. Et toi tu te dis, bah ça va, je suis à 15, on fait un petit cadeau à la maman, on va acheter une voiture et on va vivre un peu au-dessus de nos moyens. En tout cas, lui, il le sait pas qu'il vit au-dessus de ses moyens. Non, il n'a pas conscience de ça. Arrive septembre 2027, l'année d'après, et là, c'est 50 000 euros qu'il faut rendre. La douloureuse. Voilà. Pour éviter ça, il y a quelque chose qui est très simple. C'est juste un petit bouton à cliquer sur ton accès Impôt Gouv. Impôt Gouv, c'est là où tu déclares tes revenus. Et tu vas te mettre au taux neutre. Le taux neutre, qu'est-ce que c'est? C'est ton employeur qui a la responsabilité de mettre un taux sur le bulletin qu'il te distribue tous les mois. Donc qui se met à jour en fonction de ce que tu gagnes. Ça, c'est magique. Parce que du coup, tu cours plus derrière ton impôt. Si on t'a donné 20 000 euros parce que tu as fait 3 apparitions et que tu avais un peu de variables, etc., le taux va être en fonction de ces 20 000 euros. Si le mois d'après, tu es à 15, le taux va être divisé. Et donc, du coup, en fait, tu vas être au mois par mois et tu sais que tu cours plus derrière. Excellent. Alors, le problème de ces situations-là, c'est qu'on est dans le foot. Alors, je sais pas comment ça se passe dans tous les sports, mais parfois, il arrive que l'employeur, les clubs, ont des petites ressources humaines. Je vais pas citer les clubs, mais j'ai déjà connu des clubs à qui j'avais conseillé de faire ça, en tout cas aux joueurs, qui ont mis des coups de pression aux joueurs en leur disant non, ton histoire de taux neutre, on veut pas gérer. Okay. On est en France, normalement, c'est même pas une question. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc il faut pas hésiter à pousser un petit peu aussi, toujours pareil, à sortir de ce que font tous les autres joueurs. Ok. Voilà. Donc ce petit bouton-là te permet de te sécuriser de tout accident par rapport aux impôts. Ah ouais. Ah, bien sûr, c'est un vrai conseil. Voilà. Et là, ton effort, ta capacité d'épargne, tu l'as au mois par mois. Tu n'as plus à faire de simulation, etc. Ce que tu reçois, c'est ce qui est plus ou moins à toi. Ok. C'est complètement différent. Clairement. Donc là, on parlait de la carrière. Sur l'après-carrière, comment tu conseilles le mec qui a fini sa carrière, qui a un peu investi, s'est fait un patrimoine, assurance vie, un peu d'immobilier. Comment tu le conseillais, si on parle que financier, parce que tu ne conseilles pas en termes de travail ou d'activité, mais sur la partie financière, comment tu conseilles de justement investir, réinvestir ou faire fructifier cet argent après? On va garder le même état d'esprit avant, pendant, après. En lui disant, le but du jeu pour toi,
En fait, c'est d'avoir une routine. La fin de ta carrière n'est pas la ligne d'arrivée. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Ouais. Et du coup, en fait, ce qui serait génial, c'est que tu aies ce matelas qui te sécurise, que tu puisses faire ce que tu veux. Mais en fait, il y a très peu de joueurs qui, à la fin de leur carrière, pourront dire j'ai la sécurité financière, je peux arrêter de travailler. C'est rare. C'est très rare. Et puis je pense, en plus de ça, mais tu me le diras, c'est que l'adrénaline, le fait d'avoir été dans la compète en permanence, si tu coupes tout du jour au lendemain, c'est un peu la mort de l'homme, quoi. Donc de toute façon, on va pas te vendre de promesses de richesse, etc. Ouais. On va te dire, il faut continuer de la même manière. Ce qu'il faudra, c'est que l'argent, en partie, soit disponible. Que ça génère des revenus, par exemple, peut-être avec un peu d'immobilier, et que tu aies de l'argent disponible. Comme ça, si demain, Antoine m'appelle parce qu'il a rencontré un potentiel associé qui a besoin de 100 000 € pour débuter une société, que cet argent soit mobilisable. Ça, c'est mon travail. Donc ça, tu le calcules en amont, par rapport à la date de fin de sa carrière. Exactement. Potentiellement, là, tiens, dans 7-8 ans, il aura besoin de cet argent-là pour faire autre chose. Ouais. Et du coup, en amont, tu calcules et tu prépares ça. Et plus je vais pouvoir communiquer avec toi, plus tu vas m'en parler, plus tu vas me donner de billes, un peu comme une IA. Je vais me nourrir de ça, et puis je vais pouvoir faire les ajustements en cours de route. Ouais. Tu vois, et effectivement, plus on va arriver à la fin de la carrière, plus je vais avoir tendance à te proposer des choses qui soient disponibles et liquides selon ton besoin, encore une fois. Un garçon qui a déjà une reconversion toute trouvée et qui me dit non mais moi en fait je veux continuer le même schéma, on va pas avoir la même discussion. Non, bien sûr, tu es obligé de faire attention à la liquidité de ces biens. Ouais, tout à fait. Fonds. Tout à fait. Excellent. C'est important. Bon, et du coup, s'il y a des sportifs qui nous écoutent aujourd'hui, quel conseil le plus important tu pourrais leur donner ? Il y en aurait beaucoup. Mais pour le coup, j'en ai un qui me vient en tête. Et ça vient avec une anecdote que j'ai vécue par le passé. C'est que toi, en tant que sportif de haut niveau, le sport est hyper exigeant envers toi. C'est-à-dire que c'est une concurrence. Tous les jours à l'entraînement, il faut donner le maximum. Et je trouve que les sportifs, en tout cas les clients que je reçois, malheureusement, ne sont pas eux-mêmes assez exigeants avec leur entourage professionnel. Ok. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, tu vas naître avec un entourage, famille, proches, etc., qui vont peut-être te soutenir pendant ta carrière, et ça, c'est grand bien t'en face, pas de problème. Par contre, le réseau que tu te crées pendant cette fenêtre de tir qui peut complètement changer ta vie, c'est toi qui le choisis. Donc, aujourd'hui, tu prends un engagement avec toi-même que tu vas être sélectif, que tu vas pas juste te fier à la recommandation de ton coach ou ton agent. On ne sait pas s'il n'a pas un conflit d'intérêt, lui, à te proposer tel conseiller A ou tel conseiller B. Oui, mais je pense que tu l'as déjà vécu et beaucoup l'ont vécu. Mais d'ailleurs, ça arrive tout le temps. Tout le temps. Et t'imagines dans les sphères Ligue des Champions, etc., l'argent qui a été détourné comme ça doit être incroyable. C'est horrible. Moi qui ai vécu des deux côtés, pour le coup, en tant qu'agent aussi, je le vois, le conflit d'intérêt. Il est évident. Et je veux que les joueurs, aujourd'hui, se responsabilisent. Et même dans l'entourage proche des joueurs. Et très proche. Je te parle même pas des histoires qu'on a vues dernièrement, Pogba, etc. Enfin, les histoires d'entourage, c'est toujours un problème. Par contre, tu peux choisir qui t'entoure. N'hésite pas à mettre en concurrence 2 avocats, 2 notaires, 2 conseillers en gestion de patrimoine. Je te raconte une dernière anecdote. Moi, j'ai été, je peux en parler parce que pour le coup, j'ai pas été choisi à la fin. À l'époque, j'étais dans un gros cabinet de gestion de patrimoine. On était dans les 4 meilleurs, on va dire. Et on reçoit un jour un appel du frère de Raphaël Varane, voilà, qui avait décidé... Prime Raphaël Varane, Real Madrid, etc. Binôme de Ramos, donc le bon moment, mais qui n'avait pas de gestionnaire de patrimoine depuis. Ce qu'ils ont fait, moi je trouve ça génial. Ils ont fait une sorte de casting. C'est-à-dire qu'on est tous venus à Paris. C'est un appel d'offres. Un par un. Un appel d'offres. C'est un appel d'offres. On a été sélectionnés en finale, entre guillemets. On a été convoqués à Madrid. Et on a parlé avec Raphaël et sa femme de l'époque, enfin sa femme tout court d'ailleurs, je pense. On n'a pas été pris pour certaines raisons, j'ai mes petites idées, mais globalement, il a été exigeant et il a fait un tour du marché. Et il s'est pas juste fié à « on m'a amené quelqu'un », etc. Et j'ai trouvé que la démarche était incroyable. Le premier venu... Exactement. Bon alors, tout Raphaël Varane qu'il est, mais... Tu peux le faire à ton niveau. Mais il est smart. On est dans la tranche haute. On l'aime. Voilà, Raphaël Varane, pour ça, on l'aime. Et je pense que on parlait de Blaise Matuidi ou des sportifs qui ont fait des choses. Je pense que Raphaël Varane sera de cette trempe-là. C'est des mecs de très haut niveau, même intellectuellement. Non, mais en tout cas, voilà. Moi, si je dois donner un seul conseil, si vous voulez réussir votre après-carrière aussi, soyez exigeant avec l'entourage que vous vous créez aujourd'hui. Ok. Tu pourrais donner un conseil pour celui qui cherche un gestionnaire de patrimoine et qui ne sait pas trop par où commencer ? Je pourrais te donner les warnings. Ok. Plutôt. Bien sûr. Le conseiller qui va avoir une approche purement on va réduire ton impôt, on va te vendre un produit d'investissement immobilier à Tourcoing.
J'ai rien contre Tourcoing, mais tu comprends l'idée. On peut pas juste raisonner en produit. Donc déjà, ça, c'est le premier red flag absolu. Ouais. On n'est pas là pour vendre des produits. S'il n'y a pas eu déjà une approche conseil où on a discuté un petit peu, où j'ai essayé d'apprendre à te connaître, déjà, oublie-moi. Ça, c'est le premier point. Okay. Le deuxième point, ça va être le gestionnaire de patrimoine qui parle beaucoup, qui fait beaucoup de communication, etc. Mais qui, au final, va te proposer finalement peu de solutions, qui va plutôt parler de ce qui ne va pas chez les autres, plutôt que d'avoir une solution concrète et qui ne va pas t'aider à te projeter pendant 5 ou 6 ans. Moi, ce que je recommande, c'est la fidélité absolue. C'est-à-dire qu'une fois que tu as trouvé la bonne personne et que le fit est passé, ça c'est le troisième point, bien sûr. Let's go, et on ne change pas d'avis toutes les 5 minutes parce qu'on ne peut pas travailler sur un one-shot de 4 mois. Clairement. Voilà. Et pour le coup, ça peut être moi, mais ça peut être plein d'autres gestionnaires de patrimoine. Il faut que le fit passe. Il faut qu'il y ait le feeling. Exactement. Il faut que ça passe. C'est comme tout. Après, pour construire une relation, c'est le début. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on n'avait pas réussi à matcher avec notre ami Raphaël Varane. Il y avait eu des discussions de départ avec mon boss de l'époque, qui étaient peut-être pas forcément ce que le joueur voulait entendre sur un premier rendez-vous. D'accord. Et tu y étais, toi? Tu as participé? J'y étais. C'est dommage. J'y étais. C'est très déçu, du coup. C'est dommage. Mais en fait, si tu veux, pour finir, le sportif de très haut niveau, c'est quelqu'un qui est très sollicité, en permanence. Il a toujours un copain qui connaît un copain qui va lui proposer quelque chose. Donc déjà, pour créer un cercle de confiance avec ce client-là, comme pour un artiste, ça va être beaucoup plus long. On va pas parler de relations de business au départ. On va essayer d'apprendre à se connaître, de comprendre les objectifs. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu as déjà vécu? Bien sûr. Ça peut durer pendant 5-6 mois. Ouais, vous tournez autour. Exactement, c'est un flirt. Et de voir si on arrive à s'entendre. Voilà. Et ça, c'est la base. Donc, on revenait un petit peu à comment se faire accompagner. Quelqu'un qui est un petit peu trop cash au début, qui ne comprend pas la situation, qui n'a pas de sportifs. Clairement. Il va avoir tendance à proposer des solutions faites pour le commun des mortels. Or, tu ne fais pas partie du commun des mortels, sur cette partie-là en tout cas. Voilà. Il n'aura pas toutes les contraintes. C'est exactement ça. Merci Johan. Pour finir, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu veux faire ta pub ou comment te contacter? Rapidement, donc le site ivipatrimoine.com. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram éventuellement, même si on n'est pas hyper actif. Je pense que j'aurais besoin de toi sur ce sujet-là. Mais voilà, Instagram, page Ivy Patrimoine, et vous pouvez me contacter. Ce qu'on fera, c'est qu'on mettra le lien de ton site sous la description. Avec plaisir. Et les gens pourront te contacter si besoin, ou alors passer par moi et puis on verra comment on peut faire. Avec plaisir, et puis à la prochaine. Pour le coup, je pense qu'on a encore plein de choses à dire. On fera d'autres épisodes, il y a plein de choses à faire, et ou éventuellement des masterclass, des choses. J'ai plein d'idées, il y a plein de choses à faire, et on fera ça. Et pourquoi pas. Merci beaucoup, Johan. Merci à toi. Salut. Salut.